Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui donc la présentation des règles parasimiques algériennes, RPA 99 version 2000. En fait, à travers ces règles parasimiques algériennes, on va beaucoup plus voir une méthode simplifiée donc qui est utilisée dans les règles parasimiques de façon générale et que tout le monde insiste pour son utilisation grâce à due à sa simplicité donc d'utilisation. C'est ce qu'on appelle la méthode statique équivalente. Donc, les règles parasismiques algériennes sont des règles qui sont apparues juste après le grand séisme donc de Chlef, l'ex-Aslam, en 1980. Donc, les premières règles sont apparues en 81, donc c'était les RPA 81, et à partir de cette année-là, on a toujours essayé donc de les améliorer en fonction donc des événements et en fonction des nouveaux séismes qui ont frappé l'Algérie. On est arrivé donc à la dernière version des règles parasismiques algériennes, 99 version 2000. Je pense que actuellement il y a une version donc qui est en train de se finaliser et qu'elle va peut-être voir le jour dans les mois ou bien l'année qui va suivre. Les RPA en général comprend 11 parties. Des parties donc où on doit spécifier le phase d'application, donc comment elles sont appliquées, euh, quels sont les critères de classification, quelles sont les règles générales de conception et quelles sont les règles de calcul qu'on peut utiliser dans les RPA. Et puis, donc, il y a une deuxième grande partie qui concerne les prescriptions spécifiques et les dispositions constructives spécifiques, que ce soit de structures en béton armé, en acier, en maçonnerie, etc. Donc là, dans ce chapitre-là, on va voir les points de 1 à 5 en général, les points concernant de 6 à 11 concernant donc les prescriptions et les dispositions constructives, on va les voir dans le chapitre suivant. Alors, quel est le domaine d'application les conditions d'application donc des RPA? Les RPA peuvent être appliqués à toutes les structures courantes, sauf les structures vraiment qui ont une importance et une spécificité vraiment et une complexité, comme les centrales nucléaires, les installations GNL, les ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, je pense qu'il y a un règlement spécial pour ça, ce qu'on appelle le RPOA, donc les règles parachimiques des ouvrages d'art, donc à part entière. Il y a donc les réseaux et ouvrages enterrés, les structures en plaques et provenance. Bien sûr, on va voir la notion de classification donc des zones sismiques et les zones en général zéro, c'est-à-dire là où il n'y a pas une sismicité, les RPA ne sont pas applicables. Et enfin, donc, si l'action du vent est très défavorable par rapport à l'action sismique, donc c'est cette action-là qu'il faut la prendre dans les combinaisons d'action, tout en tenant compte des dispositions constitutives des règles. Les règles générales de conception, ces règles en général, on les a déjà citées dans le chapitre 16, et on va, en détail, on va les énumérer, donc, puisqu'elles sont exigées dans les RPA 99. Donc, premièrement, choix du site. Il faut bien choisir le site et il faut ce choix donc se fasse à partir de résultats d'investigation plus orientés donc et plus spécifiques et pourquoi pas aller vers les résultats d'études de microzonage. Donc il faut faire attention en général de choisir un site là où il y a un problème de concentration de contraintes et de déformation. Par exemple, les failles, les zones suspectes de liquéfaction, là où il y a donc une grande susceptibilité d'un tassement donc important. La topographie, il faut que ce soit pas accidenté, et ainsi de suite. Donc, vous avez quelques exemples ici qu'il faut éviter donc, si le site présente ces caractéristiques. Reconnaissance et étude de sol, donc il est obligatoire pour les ouvrages d'importance moyenne ou plus implantés en zone moyenne à élevée. Là, donc, il faut passer par une reconnaissance et étude de sol au laboratoire. En zone liquéfiable ou instable, il faut aller plus loin dans les investigations et dans le calcul des propriétés. On va avoir donc des reconnaissances et études complémentaires. Donc, il faut vraiment faire une campagne de reconnaissance et d'analyse donc au laboratoire. Où est-ce qu'on peut implanter les ouvrages et où est-ce qu'on ne peut pas implanter les ouvrages? Là, donc, il faut vraiment éviter les abords de la faille. Les recommandations donc exigent 100 mètres de part et d'autre de la faille
pour les ouvrages importants et 50 mètres pour les ouvrages d'importance faible. Éviter les terrains instables, les terrains donc liquéfiables et ainsi de suite. Donc ça, c'est à éviter. Donc une bonne implantation se fait en général dans un sol rocheux, un sol ferme. Il faut vraiment avoir un bon ancrage de votre fondation dans le sol jusqu'à arriver donc au bon sol. Éviter le phénomène de résonance entre la fréquence du sol et la fréquence de la structure. Éviter donc les talus de pente importantes. Éviter d'implanter donc votre ouvrage de part et d'autre de la discontinuité. Il faut vraiment le faire d'un côté de la discontinuité. Si vraiment c'est obligatoire de le faire de part et d'autre, il faut prévoir donc un joint au niveau de la discontinuité. Quatrième point, l'infrastructure et fondation. C'est très important. Donc, que l'infrastructure et la fondation doivent constituer un ensemble rigide. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les fondations, à la limite, elles doivent être reliées par des longues lignes pour constituer cette rigidité, surtout dans le plan et pour la transmission des forces horizontales. Donc, euh, peut-être qu'il faut choisir un système de fondation homogène sur le même ouvrage, c'est-à-dire un seul type de fondation par bloc. Donc, sinon, il faut délimiter par des choix. Cinquièmement, la superstructure. On a dit dans le chapitre 17 dans le chapitre 16, pardon, que le choix de la superstructure est très important. Déjà, au niveau de la conception, si on arrive à respecter certains aspects de conception simple de la superstructure, on va gagner beaucoup dans la conception parasismique. Premièrement, la structure doit être régulière en plan et en élévation. Elle doit être simple, c'est-à-dire avoir des formes simples en plan, des rectangles, des carrés et ainsi de suite. Il faut utiliser des joints sismiques là où c'est possible pour éviter les zones de concentration de contraintes et de déformation. Choisir des matériaux ductiles et très ductiles pour gagner un petit peu dans la prise en charge de la dissipation d'énergie due aux efforts plastiques. Plus c'est ductile et plus on va avoir une force supplémentaire qui va nous aider à dissiper de l'énergie due au séisme. Prévoir des contreventements, c'est très important, qui, dans la position, doit éviter le maximum possible la torche. Et puis, donc, si vous voulez, préférer la présence des rotures plastiques dans les poutres que dans les poteaux. Et enfin, donc, prendre en charge certains éléments non structuraux qui peuvent modifier le comportement de la structure. Pour la modélisation et les méthodes de calcul, il faut bien avoir une équivalence entre votre modèle et la réalité. C'est très important, donc, surtout le choix des degrés de liberté que vous allez prendre en considération dans vos calculs. La MSE exige des modèles bien spécifiques pour son utilisation, donc de façon correcte. Et puis, la non-linéarité matérielle en général, dont les RPA sont prises en charge par la présence d'un coefficient qu'on appelle le coefficient de comportement, certains l'appellent le coefficient de réduction. Enfin, si les méthodes équivalentes ne sont pas justifiées, on passe à des méthodes donc beaucoup plus précises. Classification, d'une façon générale, les RPA classifient certains aspects pour pouvoir orienter le calcul élastique, donc équivalent. Premièrement, on classifie les zones sismiques. Elles sont au nombre de 5, entre la zone 0 en verte, qui est donc sismicité négligeable, en jaune, sismicité faible, zone 1, en orange, zone 2A et 2B, sismicité moyenne, en 2A, sismicité moyenne, donc en orange et en rose, et en rouge, donc zone 3, sismicité élevée. Donc ça, c'est le territoire national qui est décomposé donc, en 5 zones sismiques. On classe les ouvrages selon leur importance, que ce soit le groupe 1A, ouvrage d'importance vitale, en général, ce sont les ouvrages qui doivent rester debout après le passage d'un séisme majeur. Ça, c'est très important. On aimerait bien garder un établissement de santé ou bien des casernes pompiers police militaire après un séisme pour le fonctionnement des urgences. Il y a les groupes 1B, donc les ouvrages de grande importance, en général, c'est là où il y a beaucoup de personnes. On sait que la conception parasismique favorise beaucoup plus la sécurité des personnes avant les matériels et les bâtiments. Groupe 2, donc, c'est les ouvrages courants d'importance moyenne. Et le groupe 3, c'est les ouvrages de faible importance, c'est-à-dire c'est des ouvrages où
même s'ils s'effondrent après le séisme, donc ce n'est pas un problème parce qu'ils ne vont pas causer beaucoup de dégâts. On classe les sites selon la nature du sol et selon ses propriétés. On classe donc les sites S1 rocheux, S2 ferme, S3 meuble et S4 immeuble. Cette classification tient compte beaucoup plus de certains paramètres. On va les déterminer par des essais de pénétromètre statique, des essais SPT, de pressiomètre et ainsi de suite. On fait attention à la valeur de la vitesse d'onde de cisaillement. C'est la plus importante, donc qui va beaucoup plus caractériser la catégorie du sol. On va classer donc, donc si les essais ne sont pas disponibles et que vous avez un problème de faire des essais, il faut classer donc dans la catégorie immédiatement la plus défavorable. Donc là, c'est très important. Maintenant, pour aller plus loin dans les investigations et que les RPA vous exigent ces investigations approfondies, c'est là où il y a de la liquéfaction des sols liquéfiables, des sols cimentés, faiblement cimentés ou bien des anciens remblais. Là, il faut aller plus loin. Là où il y a présence de sols vaseux ou d'argile, ou présence d'argile très plastique dont l'indice de plasticité est supérieur à 70, 75, et là où il y a présence d'une couche d'argile molle à moyennement légère. Là, il faut aller plus loin dans vos investigations. On va classer les systèmes et les structures selon leur système de contreventement, c'est-à-dire ces systèmes-là qui vont prendre les charges horizontales. On va les classifier donc pour dire que vous êtes responsable des forces horizontales. Et à partir de cette classification, donc, on a lié le facteur de comportement à ce système de contreventement. Donc là, les RPA ont 23 systèmes donc, de contreventement. 8 systèmes pour les structures en béton armé, 7 systèmes pour les structures en acier, 1 système pour la maçonnerie et 7 systèmes pour os, c'est-à-dire beaucoup plus pour les structures mixtes. Donc, on ne va pas les énumérer tous ces systèmes-là, mais vous aurez l'occasion de voir en détail ce que représentent ces systèmes. Je répète que l'idée est de voir qui va prendre les charges horizontales d'une façon générale. Donc, si je prends les portiques, par exemple, autostables sans maçonnerie, sans remplissage en maçonnerie rigide, là, c'est les portiques qui vont prendre toutes les actions horizontales en plus des actions verticales. Il y a des limitations, donc, que ce soit de niveau ou de hauteur par rapport à la somme. Donc là, on aura le système MB, donc c'est les portiques autostables avec remplissage en maçonnerie rigide. Le système voile porteur en béton armé, donc c'est les voiles qui vont prendre toute l'action horizontale. Les systèmes en béton armé avec noyau en béton armé, c'est le noyau qui va prendre en charge. Le système de contrevention mixte assuré par des voiles et des portiques avec justification d'interaction. Donc là, c'est les voiles et les portiques qui vont se distribuer les charges horizontales. Les systèmes de contrevention de structure et portiques par des voiles en béton armé. Les systèmes fonctionnant en console verticale comme les réservoirs cylindriques, les silos, les cheminées, et les systèmes à pendule inversée. Donc, c'est le système 6. C'est par exemple les châteaux d'eau sur pilotis. Donc, ça, c'est les 8 systèmes de béton. Les 7 systèmes de l'acier et des charpentes, donc, c'est les ossatures contreventées par portique autostable. Donc, c'est les portiques vont prendre en charge toute la structure, toutes les charges horizontales. Les ossatures contreventées par des portiques autostables ordinaires, donc, la même chose, les portiques reprennent à eux seuls les charges horizontales avec une limitation donc à 5 niveaux ou 17 mètres. Les ossatures contreventées par des palets en X ou en V. Et là, c'est les palets qui vont prendre en charge la totalité des charges horizontales avec des limitations donc de niveau et de hauteur. Et puis, donc, les systèmes contreventés mixtes, soit en portique, soit mixte portique palais, donc en X et en V, la même chose, ils vont se répartir donc les charges horizontales entre eux. Et enfin, donc, le portique fonctionnant en console verticale, donc, ce sont des structures donc, de faible degré d'hyperstatistique. Le système en maçonnerie, donc, là, les RPA interdit carrément donc, la maçonnerie porteuse ordinaire dans une zone sismique. Tout ce qui est autorisé, donc, c'est la maçonnerie porteuse de chenille. Il faut la chenille en béton armé. Ça, c'est très important, donc, avec des restrictions donc, de zone et de niveau. Et enfin, les structures mixtes béton-acier, donc, en général, on a 5 systèmes. C'est les structures à ossature métallique avec contreventement par diaphragme, les structures à ossature métallique avec contreventement par noyau en béton armé, métallique avec des voiles en béton armé, structure mixte, ossature métallique, contreventement mixte composé d'un noyau, béton armé et de palais, et enfin les systèmes, donc, ce qu'on appelle les soft floors ou bien les étages souples. Là, il faut faire très attention à ce système-là 10.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la qualification par rapport au système de contrepoint. La qualification par rapport à la configuration donc, des ouvrages, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle la régularité. On a déjà défini ça, cette régularité. Deux types de régularité en plan qui doivent être vérifiés par rapport à quatre conditions, A1, A2, A3 et A4, et une régularité en élévation par rapport à trois conditions. Si les sept conditions donc, sont vérifiées, je dis que ma structure est régulière. Sinon, donc, si la structure n'est pas régulière en plan ou bien en élévation, ça veut dire que la structure est irrégulière. Quelles sont les règles de calcul? En général, les RPA autorisent trois méthodes de calcul. La méthode statique équivalente, qui repose sur beaucoup plus la transformation de l'action dynamique en action statique équivalente, la méthode d'analyse modale spectrale qui repose sur l'utilisation d'un spectre, et la méthode d'analyse dynamique par accélérogramme qui repose sur l'utilisation des séismes de calcul ou bien des spectres de calcul définis à partir de séismes bien définis. Donc, la méthode statique équivalente, c'est la méthode la plus favorisée dans les règles par estimation. D'ailleurs, de toutes les règles, dans toutes les règles en général, donc, on favorise cette méthode-là qui est donc plus simple à utiliser et dont l'utilisation par les bureaux d'études, elle est très appréciée. Donc, elle est applicable pour certaines conditions de régularité, par exemple, que ce soit en zone 1 et en zone 2B, 2A et en zone 3. On limite donc les hauteurs par rapport à la régularité. Si elle n'est pas régulière, on diminue les hauteurs. Donc, par rapport à cette condition de régularité et de régularité, elle est applicable en zone 1 à tous les groupes et en zone 2A, 2B et 3B juste à certains groupes avec des hauteurs limitées. Sinon, si les conditions ne sont pas réunies, si les conditions-là ne sont pas réunies, on passe à la méthode analyse spectrale, donc en utilisant le spectre de réponse de DR. Enfin, si tout n'est pas permis, donc on va utiliser, mais là il faut faire très attention, il faut que ce soit justifié par un choix d'essai, le choix d'essai de calcul et des lois de comportement. Donc il faut un connaisseur et un spécialiste pour utiliser cette méthode dynamique par accélérateur. Donc, de toutes les trois méthodes, la méthode statique équivalente est la plus adaptée et la plus souhaitée. Donc, quelle est cette méthode? C'est une méthode très simple. J'ai dit qu'elle transforme les forces dynamiques par des forces statiques équivalentes. Et là, donc, il faut aller vers l'application en deux directions orthogonales de cette méthode. Elle est utilisée pour des structures régulières moins élevées. Uniquement le mode fondamental est utilisé, donc c'est une méthode qui utilise un seul mode, c'est le mode fondamental, et la distribution des charges qui est statiquement appliquée est une distribution proche du premier mode. Cette méthode statique équivalente donne en général des forces et des déplacements inférieurs à ceux du séisme, donc, mais il ne faut pas s'inquiéter, cette différence est reprise par ce qu'on appelle les dispositions constructives qui sont imposées dans les RPA pour prendre en charge la ductilité, donc fournie par ces dispositions constructives. Donc attention, il ne faut pas se suffire d'appliquer la MCE, c'est bien de l'appliquer, mais il faut l'accompagner par les dispositions constructives qui sont imposées par les RPA. Ces dispositions vous garantissent donc la ductilité et la capacité de dissipation d'énergie. Alors, le modèle, bien sûr, pour travailler en méthode statique équivalente, c'est un modèle donc plan. On va prendre ce modèle-là, par exemple. Donc, c'est des modèles plan donc, dans le plan avec des concentrations de masse ici au niveau de chaque plancher. Le plancher est rigide, donc indéformable. Et donc, on va choisir un seul degré de liberté par plancher et par masse. Donc, c'est ça le modèle en général qu'on va prendre pour la modélisation. Donc, maintenant, les rigidités, il faut faire attention. Les rigidités, donc, c'est supposé des sections non fissurées qu'il faut prendre en considération dans les rigidités. Et comme j'ai dit, le premier mode est le seul mode qu'on va prendre en charge dans cette méthode. Donc, là, les RPA proposent donc une formule de ce type où l'effort tranchant donc maximal à la base, qui est la force sismique totale, est égal ou bien il est proportionnel à W, qui est donc le poids pro. Le poids pro qui est une force statique, donc est multiplié par un coefficient. Ce coefficient comprend un coefficient A de coefficient d'accélération de zone, un coefficient Q de facteur de pénalité, un coefficient R, c'est le facteur de comportement, et puis un coefficient D d'amplification dynamique. Donc, c'est comme si si je prends A, R, Q seulement, c'est des coefficients de correction.
qui sont multipliés par D, multipliés par W. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris W qui est une force statique et je l'ai amplifié par un coefficient D, donc pour la rendre dynamique. C'est ça, donc, l'idée de la méthode statique équivalente. D'où vient cette formule-là? C'est simple, donc elle ne vient pas du hasard. C'est une formule qu'on a déterminée à partir de l'analyse spectrale d'une façon générale. Donc, ça pour avoir une idée sur la philosophie du R. Donc, on a vu au chapitre 2 que l'effort maximal, donc, pardon, ça c'est FJ maximum dans un mode J, donc, est beaucoup plus relié donc, à SA, qui est le spectre d'accélération, qui est fonction de la période et de l'arrondissement du mode considéré. D'accord? Donc, ça, c'est la force maximale au mode J. Donc, si je prends l'effort tranchant maximal à la base, donc c'est la somme des forces, et ça va me donner cette expression-là qui est toujours fonction de SA. Donc, si je compare ceci, donc si je prends un seul mode comme proposé par le RPA, donc ça va me donner cette expression-là, 1 au carré sur M1 SA. Donc, si je compare ceci avec cette formule-là, je vois que D est égal à SA sur G et W est égal à N1 au carré sur MH. Donc, c'est vraiment une proposition, donc une formule qui est déduite à partir d'une analyse spectrale en utilisant le spectre de réponse du RPA. Donc, on va le voir. D'accord? Donc, D, c'est l'accélération spectrale exprimée en G et W, c'est le poids total qui est supposé être le poids effectif dans le premier. Donc, avec certaines définitions, donc, le coefficient d'accélération de zone A qui dépend de la zone sismique et du groupe d'usage du bâtiment, donc on a ces coefficients qu'on va les utiliser carrément directement à partir du temps. Le facteur d'amplification dynamique, donc ça c'est très important, c'est un facteur qui dépend de l'amortissement général et du coefficient de sa correction et puis de la période T. D'accord? Donc il est donné par ces trois équations, donc en fonction de la période par rapport aux intervalles T2, T0 et T2. Donc T2 est une période caractéristique du site et donnée par ce tableau-là. Donc c'est en fonction du site S1, S2, S3 et S4. Vous avez un exemple pour site égal à 5%, donc on a tracé D en fonction de T pour les 5 sites S1, S2, S3 et S4. D'accord? État est un facteur de correction qui dépend du facteur d'amortissement, donc celui-là c'est en pourcentage. Si vous prenez 5%, donc vous aurez état est égal à 1. Là, donc le valeur de Xi recommandé par les RPA, donc que ce soit pour le béton armé, pour l'acier ou bien pour la maçonnerie, là il faut faire attention entre une structure légère et une structure dense. Vous prenez donc les facteurs d'amortissement Xi correspondant en pourcentage. Le coefficient de comportement global de la structure, hein, on a presque réservé un chapitre spécial pour ça, donc je pense que c'était le chapitre 14 ou 15, je pense, 15 lorsqu'on a parlé de l'analyse non linéaire dynamique. Et on a dit que ce facteur de comportement n'est pas aussi simple, il dépend de plusieurs choses, bien que les RPA donc, le relient beaucoup plus au système de contre-vent. Donc là, le RPA ne tient pas compte de la zone de sismicité, ne tient pas compte du système de la nature du sol et ainsi de suite, mais il relie beaucoup plus R au système de comportement. Donc je vous laisse le soin de lire. À chaque fois qu'il y a un système de comportement qu'on a déjà classifié, il y a une valeur de R donc, pour réduire la force sismique maximale à la base. Que ce soit pour le béton armé, pour l'acier, pour la maçonnerie, donc le 12, ou bien pour les systèmes donc, mixtes béton-acier. Donc là, il y a toujours une valeur de R à utiliser. Le facteur de qualité qui dépend de 6 points à vérifier, donc il faut vraiment vérifier. Ce qu'on appelle les conditions minimum, c'est les fils de contreventement. Donc il faut avoir un certain nombre de fils donc, de contreventement à respecter. Donc là, si c'est observé ou non observé. Il y a une redondance en plan, ce qu'on appelle la régularité en plan ou bien la régularité en élévation, le contrôle de qualité des matériaux et enfin donc le contrôle et le suivi d'exécution au niveau des chantiers. Là, donc, il faut prendre soit 0, soit l'observer, soit le non observé. Et le poids total, donc W, c'est le poids total accompagné, donc c'est le poids total dû aux charges permanentes, plus une partie des charges d'exploitation avec un coefficient bêta qui dépend donc du type d'ouvrage. Donc, le bêta, c'est la participation donc, des charges d'exploitation dans le poids total. Donc, maintenant, comment exprimer et estimer la période fondamentale? Parce que D dépend de la période. On a dit que
D, c'est ce graphe-là, d'accord, c'est cela. Donc, il dépend de la valeur de t, donc pour la positionner ici ou bien ici. Donc, d'où vient le t? On essaie donc de donner des formules soit empiriques, soit semi-empiriques pour la détermination de t. La même chose, donc on ne va pas s'amuser dans les règlements et en utilisation de la méthode statique équivalente de faire un calcul exact de t alors que c'est supposé être simple. Donc là, on peut utiliser la méthode empirique qui dépend d'un coefficient dépendant lui-même du système de contreventement. Donc là, on donne quatre valeurs selon quatre types de contreventement du CT et Hn, c'est la hauteur mesurée à partir de la base de la structure jusqu'au dernier niveau. Donc c'est une façon de calculer la période propre de la structure. Donc, les cas ici, 3 et 4, donc on peut utiliser une autre méthode empirique 009 Hn sur racine de D, où D c'est la dimension du bâtiment mesurée à sa base dans la direction de calcul considérée. Et pour 3 et 4, donc il faut prendre le minimum entre 17,3 et 17,2 si vous voulez. Par contre, je peux utiliser d'autres méthodes qui sont beaucoup plus peut-être théoriques que empiriques. Donc on utilise la méthode de Rayleigh, donc ceci en utilisant donc les flèches et les forces appliquées, ou bien une formule simplifiée donc de Rayleigh qui est de pi racine de détail. L'essentiel, c'est que si vous calculez ces valeurs de période propre par Rayleigh ou bien Rayleigh modifié, ou bien par les il ne faut pas que ça dépasse donc les valeurs estimées empiriquement de plus de 30. Alors, maintenant que j'ai V, c'est-à-dire l'effort tranchant maximum à la base, je vais le distribuer verticalement sur les étages. Et la distribution, donc, c'est à peu près somme des FI. On ajoute une force au sommet FT qui va tenir compte beaucoup plus des modes supérieurs de vibration. Je répète, la MCE ne tient compte que du premier mode. Pour tenir compte des autres modes supérieurs de vibration, le RPA propose une force au sommet FT qui est beaucoup plus importante lorsque j'ai des grandes périodes, c'est-à-dire des périodes qui sont supérieures à 0,7. Si la période est inférieure à 0,7, donc FT est égal à 0. Et donc là, si je prends ceci, ce qui me reste donc V moins FT, je vais les distribuer sur les FI. D'accord? Et là, la distribution se fera par rapport à pondération des points et des hauteurs, donc WIHI sur la somme de WJHI. D'où vient cette distribution verticale? La même chose, donc elle ne vient pas au hasard, donc c'est une distribution qu'on a déterminée à partir de l'analyse spectrale de tout à l'heure. Donc on a déjà défini la force maximale donc, au mode J, qui est égale à ceci, qui est donc proportionnel à l'accélération, donc S. D'accord? Donc si je prends le premier mode, ça va me donner ceci, donc L1 1 phi 1 L1 1 sur As1 Asa de la première code et du premier amortissement, d'accord? Et puis, puisque l'effort tranchant, donc, on l'a déjà calculé pour le premier mode, donc je vais remplacer et j'obtiens donc une force de ce type 1 phi 1 L1 V0 max, c'est-à-dire en remplaçant le L1 par son expression, on obtient cette expression. Donc, si je vérifie ceci avec ceci, je vois que c'est vraiment similaire, d'accord? Sachant que le RPA représente la réponse d'un système à masse concentrée dont le mode il se rapproche d'une droite, donc P1J c'est H équivalent H. C'est l'hypothèse qu'on prend en général, de façon générale, que le premier mode se rapproche beaucoup plus d'une ligne droite. Donc ça, c'est l'idée et la philosophie du RP. Donc, maintenant que l'effort tranchant est distribué sur la verticale, chaque effort d'étage, je vais le distribuer horizontalement selon donc les éléments de l'étage. Et là, il y a une règle pratique, c'est qu'on distribue horizontalement suivant l'étage par rapport aux rigidités des éléments donc constituant cet étage. Maintenant, si les rigidités sont les mêmes, c'est-à-dire si vous avez que des poteaux de même section, il faut diviser avec le nombre de poteaux et c'est tout. Si vous avez des rigidités différentes, par exemple des voiles ou bien des poteaux avec des sections différentes dans le même étage, il faut penser beaucoup plus à utiliser les rigidités qu'on appelle les rigidités relatives. Une rigidité, c'est quoi? C'est un effort tranchant TK qu'il faut appliquer au niveau K pour avoir un déplacement relatif unitaire. Ça, c'est la définition de la rigidité. D'accord. Donc, vous voyez que c'est cette définition-là qui nous intéresse. Avec delta K, c'est la différence des déplacements entre deux niveaux consécutifs. Et puis, TK, c'est l'effort tranchant appliqué par étage et cumulé au fur et à mesure. Donc, maintenant, dans la MCE,
n'exige que la torsion soit prise en compte, même si votre excentricité entre le centre de masse et le centre de rigidité est négligée, le RPA vous exige à prendre en charge la tension verticale, même si le centre, j'ai dit, de l'excentricité est négligé. D'accord? Donc, dans ce cas, le RPA propose que cette excentricité soit prise entre le maximum entre 5% de la plus grande dimension du bâtiment et l'excentricité théorique résultant des plans. Donc, vous prenez le maximum des deux et vous étudiez l'effet de la torsion. D'accord? On donne ici la procédure. Donc, si vous calculez l'effet de l'effort tranchant additionnel dû à la torsion, donc il est proportionnel à la rotation par torsion au bras de levier et à la rigidité, donc torsion. Donc, sachant que la force de tension, c'est la différence des efforts tranchants entre deux étages consécutifs, donc on va ajouter cette force de tension à la force translationnelle. Maintenant, si votre effort tranchant est négatif dû à la torsion, il ne faut pas l'ajouter. Donc là, si FK est négatif, il ne faut pas l'enlever de FK transpose. D'accord? On donne les expressions de la liste à la torsion, on donne les expressions du moment de tension au niveau K, et on donne la rotation par tension niveau K. Et je pense qu'il y a un exercice qu'on a fait ça, le dernier exercice concernant calcul RPA, je pense l'application 15. Alors, deuxième méthode, si la méthode statique équivalente n'est pas applicable, donc on passe à la méthode spectrale, modale spectrale si vous voulez, et ça c'est très important. Donc, dans cette méthode spectrale, donc, on suppose que si votre structure est régulière, donc en plan avec des planchers rigides, donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ceci avec des masses concentrées ici, mais maintenant, au lieu de prendre un seul degré de liberté, on va prendre donc 3 degrés de liberté par nœud, 2 translations et une rotation. D'accord? Donc, on prend ceci. 2 translations et une rotation pour définir ce modèle dans la méthode spectrale, modale spectrale. Bien sûr, dans cette méthode spectrale modale, ça nécessite la présence d'un spectre et le spectre du RPA est disponible donc pour son utilisation. C'est des structures donc de plancher rigide. Maintenant, si votre plancher n'est pas rigide, il est déformable. Supposons que ce plancher est déformable. Là, il faut faire attention et aller vers le cas le plus correct. Donc, c'est une structure à 3D. Il faut prendre une structure à 3D où vous avez donc dans un nœud, par exemple, 6 degrés de liberté. Donc, 3 déplacements comme ça et les 3 rotations, donc, si vous voulez, autour des axes. Là, c'est plus correct lorsque votre plancher est flexible, qui n'est pas rigide. Donc, là, il faut vraiment aller vers un calcul 3D et un calcul par élément fini complet. Donc, la méthode spectrale, comme j'ai dit, utilise un spectre de réponse du RPA. Donc, c'est déjà défini, qui est fonction de T1 et T2, qui sont donnés par, c'est les mêmes T1 et T2 qui sont donnés en fonction de la catégorie de site. Faire attention, donc, le spectre est exprimé par rapport à J. Donc, il faut faire attention. Avec les mêmes définitions, donc, le A, le Q, le R, donc, et le eta sont les mêmes définitions. D'accord? Donc, maintenant, combien de modes on va considérer dans cette méthode modale? Ça dépend donc de votre structure. Si votre structure est régulière et que vous avez des modèles plans dans deux directions orthogonales, il faut que le nombre de modes soit utilisé. Premièrement, un minimum de 3 modes dans chaque direction, ça c'est obligatoire. Sinon, donc, ajouter si la somme des masses modèles effectives pour les modes retenus soit égale à 90% au moins de la masse totale. Donc, si vous ajoutez les modes de façon à ce que la masse soit 90% au moins de la masse totale. Ou bien que tous les modes aient une masse modale effective supérieure à 5%. Vous calculez les masses modales et vous essayez de les déterminer par rapport à 5% de la masse totale de votre structure. Maintenant, si votre modèle n'est pas plan et qu'il y a une torsion importante, là, il faut prendre cette formule-là, K supérieur au 3 racine de n, où n est le nombre de niveaux au-dessus du sommet. Et K, c'est la période propre du mode K inférieur ou égal à 0,2 secondes. Donc, une fois que vous ayez les valeurs maximales des modes différents, donc là, il faut passer donc à la combinaison de ces valeurs maximales. Cette combinaison ne se fera que si votre rapport TI et TJ, qui sont donc ce qu'on appelle les modes indépendants, soit inférieur ou égal à 10 sur 10 racine de xi, xi.
Par exemple, si les modes sont dépendants, donc ils sont proches l'un de l'autre, donc il faut ne pas les inclure dans votre combinaison. Donc la combinaison se fera, on a déjà vu en théorie ça, soit par la racine carrée de la somme des carrés, soit par les valeurs, la somme des valeurs absolues. La résultante des forces sismiques que vous avez calculées par la méthode spectrale modale ne doit pas dépasser 80% de celle calculée par la méthode statique équivalente. Si vraiment ça c'est inférieur, si vraiment c'est inférieur, il faut augmenter tous les paramètres de votre réponse par un rapport 0,8 VMSE sur V. Toujours dans la méthode dynamique spectrale, il faut inclure la torsion accidentelle, comme on l'a fait dans la méthode statique équivalente, dans les deux directions. Donc, prévoir une excentricité qui est égale à l'excentricité théorique calculée plus l'excentricité accidentelle qui est 5% de la longueur du plancher perpendiculaire à la direction de l'action sismique. Et ça, donc, au niveau de chaque plancher et suivant chaque direction, si votre modèle donc, est un modèle droitier. Quelles sont les instructions et les trucs communs entre la MSE et la méthode spectrale? Premièrement, il faut la stabilité au renversement. Donc là, c'est très important. Le moment de renversement causé par l'action sismique doit être calculé par rapport au niveau de contact sol-fondation. Le moment stabilisant doit prendre en charge le poids total de la subconstruction, les poids des fondations et éventuellement le poids du rempli. La composante verticale de l'action sismique, si en zone 3 et pour des porte-à-faux plus de 1 mètre, 1,50 m, les effets de cette composante doivent être pris en considération. Donc, on ajoute une force supplémentaire RV qui est égale à 0,5 à WDP. D'accord? Donc, la même chose, le déplacement qui est calculé en utilisant le facteur de comportement delta. Donc, entre le déplacement qu'on veut calculer et le déplacement de l'étage K et le déplacement donc dû aux forces sismiques. Et enfin, on définit donc un déplacement relatif entre deux étages consécutifs, pardon, K et K-. On termine donc ce chapitre par les différentes justifications qu'il faut prendre en charge dans les RPA parce que c'est obligatoire. J'ai dit c'est des méthodes simplifiées donc on utilise. Il faut avec ces méthodes des prescriptions, des dispositions, des justifications et ainsi de suite. Donc on a 8 justifications: la résistance, la ductilité, l'équilibre d'ensemble, la résistance des planchers, la stabilité des fondations, la largeur des joints sismiques, l'effet P delta et les déformations. Donc, et ceci par rapport aux différentes combinaisons qu'on a et qui sont imposées par les RPA. Donc, un calcul dynamique, si vous voulez que ce soit exact ou bien MSE, donc ce E-là, c'est la force par étage qu'on calcule au niveau de chaque étage. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et le E, c'est celui-là qui va rentrer dans cette combinaison-là avec les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, la résistance, c'est simple. Tout simplement, il faut que les sollicitations agissantes soit au moins égale aux sollicitations résistantes. Justification vis-à-vis de la ductilité. Donc, ce sont les exigences de ductilité donc, qui doivent satisfaire à partir des dispositions constructives qu'on va les voir en détail dans le chapitre suivant. Vis-à-vis de l'équilibre d'ensemble, donc ça c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait renversement ou bien glissement d'ensemble de l'ouvrage. Vis-à-vis de la résistance des planchers, on a dit que les planchers doivent être capables de transmettre de façon correcte les charges horizontales vers les charges, vers les éléments verticaux. Justification de la stabilité des fondations. Donc, là, on a tout un paragraphe sur ça concernant les fondations. On va les voir dans le chapitre 18. Et puis, les joints sismiques doivent vérifier à cette condition-là pour éviter l'entrechoquement, ce qu'on appelle l'entrechoquement des blocs lors d'un séisme. Il ne faut pas que les blocs se touchent et auront un contact pendant le séisme, sinon donc, il va y avoir. Donc, minimum, c'est 4 cm. Sinon, donc, utiliser les déplacements maximum des deux blocs pour définir ce joint sismique. Justification vis-à-vis du P delta, d'accord? Donc le P delta, le RPA propose une formule de type PK delta K sur VK HK, où PK est le poids total de la structure associé au-dessus du niveau K. Les poids tranchants, c'est VK, donc d'étage K. Delta K, c'est le déplacement relatif entre le niveau K et le niveau K-1. Et HK, donc c'est la hauteur d'étage. Bien sûr, le PK, c'est les charges toujours permanentes plus les charges d'exploitation. Et VK, c'est la somme des F. Donc, si après calcul, θ est compris en 0,1 et 0,2, c'est OK, c'est bon. Sinon, donc, c'est OK. Donc,
vous pouvez prendre, vous pouvez prendre l'effet P delta comme négligeable. Si par contre θ est égal à 0,2, votre structure est instable et vous devriez redimensionner votre structure. Enfin, la justification vis-à-vis des déformations, il ne faut pas que les déplacements entre deux étages consécutifs il faut qu'ils soient inférieurs à 1% de la hauteur de l'étage pour que les déformations soient acceptées. Voilà, donc ces justifications, donc il faut les faire après un dimensionnement et une conception de votre structure. Si une de ces justifications n'est pas satisfaite, vous devez redimensionner votre structure. Voilà, donc on insiste sur l'utilisation de cette méthode statique équivalente parce qu'elle est plus simple, premièrement, elle est rapide à utiliser et surtout que la plupart des structures qu'on utilise, ce sont des structures simples et régulières, rares, donc les structures sont complexes pour aller vers une analyse dynamique spectrale ou bien une analyse par accélérateur. Voilà, donc on arrive à la fin de ce chapitre. Le prochain chapitre, on va voir les prescriptions et dispositions constructives selon les RP. Voilà, donc je vous